Le clarias africain, domestiqué pour la première fois vers 1970 en République centrafricaine, connaît un succès spectaculaire en Asie, en Amérique latine et même en Europe, où il a été introduit pour ses hautes performances en pisciculture. En Afrique, où il est également fort apprécié, sa production en pisciculture reste limitée à quelques centaines de tonnes. Le manque de maîtrise de la production d'alevin en freine en effet le développement. Il est pourtant assez facile, avec les moyens artisanaux locaux, d'assurer une production régulière d'alevin de clarias, ce qui devrait permettre l'essor de la production de cette espèce sur son continent d'origine. Pour y arriver, nous allons voir la manière de sélectionner de bons géniteurs, de prélever les hypophyses et les testicules, d'injecter les femelles, de fertiliser les œufs et d'alimenter en temps voulu les larves et les alevins. Les géniteurs doivent être maintenus dans des étangs à la densité maximale de 1 poisson par mètre carré d'eau. On les nourrit quotidiennement avec un mélange de sous-produits agricoles, secs ou en pâte humide, contenant 35 à 40% de protéines digestibles. Les géniteurs à peine âgés d'1 an et ayant un poids de plus de 300 grammes sont généralement arrivés à maturité. Leur sexe est facilement déterminé grâce à la forme de la papille génitale. Elle est conique chez le mâle et arrondie chez la femelle. Les femelles sont également sélectionnées sur base de la rondeur de leur ventre. Celui-ci nous renseigne sur le bon développement des ovaires. À une température supérieure à 23 degrés Celsius, la reproduction artificielle peut être pratiquée toute l'année. Une même femelle peut pondre toutes les 6 semaines. Chez le clarias africain, les hypophyses peuvent être prélevées sur les mâles comme sur les femelles. Toutefois, on préférera réaliser cette opération sur les mâles qui, de toute façon, seront sacrifiés pour l'extraction de leurs testicules. On veillera cependant à prélever l'hypophyse d'un mâle de poids équivalent à celui de la femelle à injecter. Après avoir tué le donneur, on lui coupe la tête. On sépare ensuite la mâchoire inférieure du reste de la tête. Au milieu de la partie dorsale de la bouche, on ouvre le palais au moyen d'un sécateur. L'hypophyse est ce petit organe globuleux blanc et opaque qui apparaît très nettement sous le cerveau. On la prélève au moyen d'une pince. Déposée dans un mortier, elle est broyée au moyen d'un pilon. On ajoute quelques centimètres cubes de sérum physiologique et le tout est aspiré dans une seringue. L'hypophyse, ainsi prélevée, est injectée dans le muscle dorsal de la femelle sélectionnée. Elle est ensuite stockée seule dans un bac d'eau. À une température de 24 degrés Celsius, la maturation finale des ovaires se réalise dans les 12 heures qui suivent l'injection. C'est pourquoi
On injecte généralement les femelles en fin d'après-midi pour les récupérer le lendemain matin. Si l'on craint des températures fraîches pendant la nuit, l'eau peut être réchauffée. La cavité abdominale du mâle est ouverte à partir de l'anus. Le tube digestif est ensuite dégagé. Les deux testicules sont disposés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les testicules à maturité se reconnaissent par leurs franges extérieures blanches et opaques. Il suffit alors de les détacher de la partie dorsale de la cavité abdominale en vue de les utiliser directement pour la fertilisation des ovules. Le prélèvement des testicules peut se faire sur le même géniteur qui nous a donné l'hypophyse, à la condition de pouvoir les stocker pendant une nuit au frigo. Le lendemain de l'injection, la femelle est retirée de son bac de stockage. On l'emballe dans un linge propre et sec. Une pression ferme et continue avec les doigts le long des ovaires provoque un jet d'ovules que l'on collecte dans un petit bassin. Les œufs mûrs sont plus ou moins transparents, assez petits et au nombre d'environ 600 par gramme. À pleine maturité, une femelle peut produire une quantité d'ovules équivalente à 20% de son poids. Une femelle d'1 kg peut donc produire 60 000 ovules. Pour fertiliser par le sperme du mâle les ovules récoltés, on découpe les testicules. On les presse ensuite de façon à mettre la laitance en contact avec les ovules. On ajoute alors un volume d'eau équivalent à celui des ovules afin de rendre mobiles les spermatozoïdes qui vont pénétrer les ovules et ainsi les féconder. On continue à mélanger le tout pendant 1 minute, temps de survie des spermatozoïdes, puis on passe à l'incubation. Au contact de l'eau, les œufs fécondés gonflent rapidement et deviennent collants. C'est pourquoi on doit les mettre rapidement en incubation. Une technique consiste à étaler les œufs en couches simples sur des cadres de toile moustiquaire ou de fin grillage inférieur à 1 mm. Ces cadres sont installés dans un bac sous une dizaine de centimètres d'eau bien aérée. Une autre technique utilise des plantes aquatiques flottantes comme les jacinthes d'eau ou les salades du Nil. On trempe leurs racines dans le bassin de fécondation et les œufs viennent s'y coller immédiatement. Il suffit ensuite de placer les plantes dans un récipient contenant de l'eau bien aérée ou dans un appât maintenu en étang pour assurer le bon développement des embryons. Avec une eau à 24 degrés Celsius et après une trentaine d'heures, l'éclosion est de l'ordre de 50% des œufs incubés. Pour éviter la pollution de l'eau par le pourrissement des œufs non éclos, on veillera à retirer les substrats d'incubation, cadres grillagés ou plantes flottantes, 2 jours après leur installation. À l'éclosion, les larves d'1 milligramme, perchées sur leur sac vitellin, tombent sur le fond du récipient et effectuent des mouvements déséquilibrés. Après 2 ou 3 jours, le sac vitellin se résorbe et les larves cherchent une nourriture vivante.
Il faut alors les alimenter 2 à 3 fois par jour avec du zooplancton vivant. On le récolte dans des étangs fertiles au moyen d'un filet à plancton à maille de 100 microns. Petit à petit, le zooplancton est concentré dans un récipient, puis filtré à travers une grille à maille de 50 mm pour retenir tout insecte prédateur de larves de Clarias. On peut alors déverser cette masse vivante de zooplancton dans le bac à larves de Clarias, qui s'agite rapidement pour le déjeuner. À l'âge d'1 semaine, on distribue, en complément du zooplancton, une fine poudre à granulométrie inférieure à 0,2 mm, constituée de son de riz, de son de blé et éventuellement de farine de poisson. À l'âge de 2 semaines, le poids moyen est de l'ordre de 100 mg. Les alevins sont alors déversés en étang d'alvinage en prenant soin de trier les plus gros individus qui ont une fâcheuse tendance à consommer les plus petits. D'une surface de 2 à 5 ares et d'une profondeur maximale d'1 mètre, l'étang d'alvinage est entouré d'une clôture grillagée. Elle empêchera la pénétration des grenouilles qui sont de grandes prédatrices d'alevins. Préalablement asséché, l'étang est fertilisé puis rempli d'eau pour permettre le développement de plancton. Quelques jours plus tard, les alevins de Clarias sont déversés en respectant une densité de 20 à 100 individus par mètre cube. On les alimente maintenant 2 fois par jour, toujours avec du son de riz ou de blé et éventuellement avec de la farine de poisson, mais à granulométrie inférieure à 0,5 mm. La quantité distribuée est de l'ordre d'1 demi-kilo par jour et par art. Cette ration s'accroît de 50% par semaine. Après 1 mois, on récolte les alevins qui ont atteint un poids moyen d'environ 2 grammes. Ils peuvent alors être vendus à des pisciculteurs pour être élevés pendant environ 6 mois jusqu'à atteindre le poids commercial de 300 grammes. Vu les différences de croissance entre individus, il est souhaitable d'effectuer régulièrement des pêches à la senne pour séparer les plus gros individus. Ceux-ci, en consommant les plus petits, augmentent fortement la mortalité par cannibalisme. Dans les étangs mal protégés, on constate à la récolte une forte quantité de têtards et de grenouilles qui nuisent à la production d'alevins. Les grenouilles en consomment beaucoup. Quant aux têtards, ils entrent en compétition pour la nourriture distribuée. La reproduction artificielle du Clarias africain est possible en employant simplement les moyens locaux. Il est donc inutile d'acheter des hypophyses d'Europe ou des USA pour tenter cette reproduction. La maîtrise des techniques simples devrait permettre de développer rapidement la production de Clarias africain. La réussite de cette entreprise au niveau local permettra ainsi l'essor de la pisciculture de ce magnifique poisson dans son continent d'origine.